donc faire cette très brève synthèse, rassurez-vous, quelques points. Et je voudrais d'abord remercier le GEPS de cette formidable journée de formation à la formation, finalement, à l'ensemble des initiatives. J'ai découvert beaucoup de choses qui se passent en France, certaines que je connaissais. Ça a permis aussi de rencontrer les acteurs de ces actions diverses, et puis d'en découvrir d'autres. Et donc, je suis professeur de psychiatrie à Paris depuis quelques mois. Je travaille à l'hôpital Sainte-Anne, entre parenthèses d'ailleurs dans le service où était chef de service le professeur Pichot, qui était le premier président du GEPS. Et ceci après avoir un petit peu voyagé en France et dans le monde, à différents endroits, Amsterdam, à Londres et plus récemment à Montréal. Et je dois dire que je reviens en France et en découvrant toutes ces initiatives qui sont faites. Et je peux vous dire qu'on n'a pas de raison d'être ni jaloux ni critique de ce qu'on fait, parce que ce qui se fait en France est formidable. Alors certes, c'est pas facile, comme ça a été dit ce matin. Il y a des idées, il faut parfois 20 ans pour qu'elles se mettent en place. Puis j'espère que plus ça ira et moins le délai de mise en place sera long. Néanmoins, il y a énormément d'initiatives dans les régions, et des initiatives qui sont en train, en plus de comme vigilance, de s'étendre au niveau national. Alors c'est vrai pour le suicide, c'est vrai par exemple aussi au niveau de la santé mentale, avec une formidable initiative qui est fondamentale, avec l'extension de centres experts. Donc il se passe des choses en santé mentale, et notamment dans le cas du suicide, dont on n'a pas à rougir. C'est formidable, et vraiment je vous dis avec un regard qui était celui de l'extérieur il n'y a pas très longtemps, j'en suis tout à fait convaincu, et je suis très content d'être de retour en France aussi pour désormais pouvoir participer à ça. C'est vrai que jusqu'à présent j'ai fait beaucoup de recherches sur le suicide, mais pas sur la prévention, essentiellement pour essayer de comprendre au niveau individuel ce qui se passe dans les cerveaux des personnes suicidaires. Je suis très content de voir qu'il y a à côté de ça toute une recherche qui est faite aussi dans d'autres domaines de prévention. Mon nom est noté comme le président du conseil du comité d'organisation, mais alors je ne suis pas du tout responsable du programme. C'est très gentil de m'avoir donné ce titre. Je ne sais pas comment trop l'interpréter d'ailleurs, parce que dès que j'ai donné ma réponse, j'ai eu le programme. Mais en tout cas, ça fait vraiment plaisir, encore une fois, d'être ici et de voir aussi le dynamisme du GEPS que je connaissais avant de partir à Montréal, que je retrouve en pleine forme au retour. Je voulais souligner 3 points qui, à mon avis, sont retrouvés en substance dans un petit peu tout ce qui s'est dit, et puis qui ont été largement répétés à l'instant par le docteur Notre-Dame. Le premier point, c'est que la formation, c'est très clairement la première étape de la prévention. D'accord ? On peut pas, ça s'improvise pas, la prévention, même si évidemment les familles qui se retrouvent confrontées à une personne suicidaire doivent faire avec, doivent improviser le plus souvent, mais en tant que professionnels de santé, ou pas professionnels, mais en étant en première ligne de la prévention du suicide, on doit être formé. Alors on a souligné que c'était compliqué cette formation, ne serait-ce que parce qu'il y a énormément d'intervenants, et puis on a vu aujourd'hui quelques exemples. Les généralistes, puis on nous a expliqué qu'il n'y avait pas les généralistes, il y avait plusieurs types de généralistes. Alors il y a plusieurs types de psychiatres également. Les infirmiers, les EHPAD, les hôpitaux, on n'en a pas parlé, mais il y a beaucoup à faire au niveau de la formation des soignants, du personnel soignant en hôpital, en CMP. Les sentinelles, on en a largement parlé. Le personnel enseignant, les étudiants à l'université, les prisons, on en a parlé, les ressources humaines dans les entreprises, il y a les entreprises publiques et privées, la médecine du travail, on n'a pas parlé, mais on aurait pu, de l'armée, des communautés autochtones, et nous avons en France la responsabilité d'une communauté autochtone particulièrement maltraitée par la France, si je peux me permettre, bon, peut-être d'avis partagé, mais en tout cas qui souffre beaucoup de problèmes de suicide et qui mérite toute notre attention, même si évidemment elle est très loin de la métropole. Et puis, ça a été dit aussi, on peut former, hein, moi je crois, c'est une formation un peu particulière, mais on peut former les décideurs politiques et les administrations. Ils sont ouverts à ça, même s'ils ont leurs propres contraintes, leur propre agenda et même leur propre langage, c'est vrai. Il nous faut apprendre, et puis on peut aussi leur apprendre un petit peu du nôtre. Donc la formation est essentielle. La question dans la formation, c'est qu'est-ce qu'on doit apprendre finalement ? Quel est le contenu ?
Alors aujourd'hui, on a la chance quand même, on n'est pas dans la même position qu'il y a 50 ans, c'est qu'en 50 ans, il y a eu une explosion de la recherche sur le suicide. Quand je dis une explosion, ça a été testé, ça a été montré, il y a un très beau papier d'un groupe de Harvard qui montre ça. Il y a 50 ans, il y avait très peu de recherche disponible. Il y avait des gens comme Schneidman qui déjà commençaient à écrire. Et puis aujourd'hui, il y a énormément de connaissances qui s'est accumulées. Donc on sait beaucoup de choses, on a quand même un certain nombre de connaissances solides, et c'est cette connaissance qu'on doit transmettre, même si on doit quand même garder en tête que cette connaissance, elle n'est pas suffisante. Elle est meilleure que de ne pas savoir, mais elle n'est pas suffisante. Ce même papier dont je parle montre aussi que ces facteurs de risque sont assez peu prédictifs du suicide, donc on doit continuer la recherche. Et la formation et la recherche sont évidemment forcément intriquées. La recherche doit en permanence nourrir la formation, et la formation doit être régulièrement remise à jour pour tenir compte comme ça de ces nouveautés qui apparaissent dans la littérature. C'est pas facile de suivre, c'est pas facile d'avoir accès à la littérature scientifique si on n'a pas, si on n'est pas dans le domaine. C'est pas facile, même quand on est dans le domaine et qu'on a accès aux journaux, d'arriver à suivre cette littérature qui est foisonnante. Ça, c'est un premier point. Alors, la deuxième chose, c'est que la formation, c'est très bien, mais la formation, elle doit être de qualité. Et ce que j'entends par qualité, c'est que certes, la pédagogie, c'est un art, comme la médecine, mais c'est un art qui est sous-tendu par une science. Et il y a une science pédagogique auquel on n'est pas habitué en France, on n'a pas beaucoup développé ça, et puis ces dernières années, on a commencé quand même à regarder d'autres pays qui avaient beaucoup développé une recherche sur la pédagogie, comment on doit enseigner, quelle est la meilleure manière d'enseigner, et c'est quelque chose de nouveau pour nous. On est habitué aux cours magistraux, et puis c'était bien, quoi, et ça suffisait. Et puis maintenant, les professeurs, les premiers à se remettre en cause, doivent être les professeurs. Il y a d'autres moyens d'enseigner qui sont bien plus efficaces, qui sont complexes, qui demandent aussi beaucoup d'énergie, de se remettre, de se reformer à l'enseignement. Vous voyez, on y revient toujours, donc c'est des boucles permanentes. Cette science de la pédagogie, elle nous offre différentes choses. Elle nous offre d'abord des outils pour mesurer, est-ce qu'on est efficace dans la pédagogie? Et ça, on n'a pas l'habitude. Avant, le professeur les mandarins donnaient cours à l'université, et puis on ne testait pas à savoir si les étudiants avaient compris ou pas. Ils avaient forcément compris, puisque le cours était parfait. Aujourd'hui, on peut tester si le contenu est bien compris. On en a parlé largement, il y a des différents moyens. Et puis, cette science de l'éducation, cette science de la pédagogie, à tout niveau, au niveau universitaire, mais pas seulement, elle nous offre de nouveaux outils. Alors, on a parlé à quelques reprises des jeux de rôle qui sont très utilisés. Jean-Louis Terra les utilise à merveille. Les jeux de rôle, c'est formidable, hein, ça ne demande pas grand-chose. Et puis, ça permet à l'étudiant, par exemple, de se mettre dans la position du patient. C'est quand même un outil, vous voyez, pédagogique très particulier. Alors, il y a d'autres outils. Je pense notamment à la simulation, qui est plus coûteuse, qui est plus compliquée à mettre en œuvre, qui vient essentiellement du champ de la médecine et de la chirurgie, mais de plus en plus est appliquée en psychiatrie. Il y a un gros groupe au Maudsley, à Londres, pas très loin, qui a développé ça, pas spécifiquement dans le suicide, mais en santé mentale en général. C'est très très intéressant, c'est un enseignement bienveillant avec une mise en situation, et la crise suicidaire est vraiment adaptée à ce mode d'enseignement parce que c'est difficile de travailler avec des vrais patients en crise suicidaire ou d'apprendre avec des vrais patients. On est parfois un peu passif, et puis après quand on est médecin ou interne, on est mis devant comme ça la situation et puis on se débrouille. Peut-être qu'avant ça, on peut mettre le patient en situation, l'étudiant en situation avec des très bons acteurs. Pendant une quinzaine de minutes, la situation est filmée. On peut aussi mettre l'apprenti médecin, l'interne, avec une infirmière. Donc il y a un double apprentissage. On apprend à travailler ensemble, alors que les formations sont très largement séparées, les infirmiers d'un côté, les médecins de l'autre. On peut apprendre à répondre à la crise suicidaire, à un patient suicidaire aux urgences, en mettant un interne et un infirmier ensemble, à travailler là-dessus. Et puis ensuite, on se rejoint. Et on rejoint notre groupe qui a assisté à la consultation qui était filmée. C'est 15 minutes et chacun donne son avis de manière bienveillante. Encore une fois, c'est une formation bienveillante et qui permet beaucoup d'avancer. Je l'ai fait à titre personnel, pas dans le cadre du risque suicidaire, un autre type de formation. Je me suis retrouvé, j'ai besoin d'une formation complémentaire, à titre personnel, en tant que professeur. Et c'était ce type de formation. Je conseille vraiment un jour ou l'autre. Alors,
Ça ne répond pas à toutes les questions, ça ne forme pas à tout, mais c'est un outil complémentaire. Il y a d'autres outils comme les tests de concordance de script qui sont parfaitement adaptés à les situations suicidaires, qui sont toujours des situations complexes où il n'y a pas de réponse oui ou non, vrai ou faux, bien ou mal. Et les tests de concordance de script, justement, permettent de travailler en groupe des situations complexes où il n'y a pas, finalement, jamais une réponse univoque. Alors ça, c'est des choses nous devons, en suicidologie, nous approprier ces outils qui existent depuis longtemps, qui sont à notre disposition. Ça arrive tout doucement, mais on a encore un peu de mal. Il faut se lancer, il faut qu'il y ait une jeune génération qui fasse de la recherche sur la formation en suicidologie avec l'utilisation de ces outils. J'en profite pour signaler qu'il y a actuellement des diplômes universitaires en France. Il y en a 3. En fait, il y en a 2 plus 1 qui va commencer. Il y en a un, le plus ancien, donc honneur au DIU de l'ouest de la France, donc 4 universités, Brest, Rennes, Nantes et Angers, qui fête ses 20 ans ou pas loin, qui a lieu tous les 2 ans. C'est ouvert encore cette année, enfin pour l'année prochaine, donc les inscriptions c'est en ce moment. N'hésitez pas. Il y a un DU à Paris 7 qui est d'orientation très psychanalytique, si vous êtes intéressé par cette approche des phénomènes humains, vous pouvez aller voir sur le site de Paris 7. Et l'an prochain, en janvier, à Paris 5, Paris Descartes, nous allons commencer un nouveau DU qui va durer sur à peu près 8 fois 2 jours consécutifs. Ce sera à l'hôpital Sainte-Anne. C'est un DU que j'ai voulu d'emblée très intégratif. On va commencer en parlant de philosophie et d'éthique. On aura un anthropologue qui va venir nous parler d'anthropologie culturelle, on aura un sociologue, on aura un médecin qui va faire travailler les étudiants sur la représentation dans les arts du suicide. On va parler de théologie, on va parler de différentes choses, et jusqu'à, évidemment, les facteurs de risque, des approches plus médicales, psychologiques, jusqu'à la prévention. Et en terminant avec Michel, sur la constitution de réseaux. Tu as parlé un peu dans ce sens, Charles-Édouard, de l'importance d'avoir un objectif finalement dans cette formation. Cette formation, c'est évidemment, on espère, la prévention du suicide, mais on ne mesurera pas, mais au moins que ça puisse permettre de constituer des réseaux de gens qui sont intéressés par la formation ou la prévention ou la recherche, et tous les réseaux peuvent se superposer, c'est encore mieux comme ça. Alors évidemment, la formation, ça demande des ressources et des moyens. Comment faire ? Il faut qu'on pense, il faut qu'on réfléchisse à des financements européens qui existent de recherche et éventuellement des financements privés. Le dernier point que je voulais aborder, on l'a largement abordé, c'est que c'est compliqué de mettre en évidence l'efficacité de nos formations en termes de prévention du suicide, c'est évident, pour différentes raisons qu'on connaît bien, et ce n'est pas propre à la formation, c'est que le taux de base de suicide est bas. Donc c'est difficile de mettre en évidence, c'est difficile d'avoir des groupes contrôle dans les protocoles, parfois c'est possible. Quand c'est possible, ce n'est pas forcément des très bons groupes contrôle, on se pose aussi des questions quand on a des résultats positifs. La question des sentinelles, c'est combien de personnes ont été formées, est-ce que c'est les bonnes personnes qui sont formées, la nécessité de la répétition des formations, donc il y a eu beaucoup de questions. Je crois qu'il y a tellement de questions qu'on revient à cette question de la recherche sur la formation, et on a besoin, dans notre domaine de suicidologie, d'avoir des gens qui font de la recherche sur la physiopathologie, sur l'épidémiologie, sur les préventions, mais aussi sur la formation à la suicidologie. Quel est le meilleur moyen d'enseigner et cet enseignement est très particulier, qui est à l'image de ce qu'est le suicide. Alors je crois qu'il faut qu'on poursuive dans le domaine de la recherche. Malheureusement en France, vous le savez, on est très sous-doté en enseignants universitaires. C'est vrai dans tous les domaines, c'est vrai dans mon domaine, qui est celui de la psychiatrie. Alors, parmi les disciplines médicales, la psychiatrie est très largement sous-dotée. Je crois qu'il y a un enseignant pour 20 étudiants. En cardiologie, c'est 1 pour 4. Pour vous donner une comparaison, dans mon université Paris 5, qui est plutôt riche, il y a 300 professeurs de médecine. À l'université McGill, où j'ai travaillé pendant 5 ans, il y a 300 professeurs de psychiatrie. D'accord ? Donc évidemment, quand il y a 300 professeurs de psychiatrie, on n'est pas pris par beaucoup de temps universitaire et on peut se focaliser chacun à sa place. Il peut faire en plus de la recherche et de la clinique de qualité. Alors ça demande des moyens, la formation, ça demande des moyens aussi en enseignant dans l'intérêt des étudiants. Je crois que c'est marqué sur la feuille de route
pour la santé mentale, augmenter le nombre de professeurs, notamment en pédopsychiatrie, mais pas seulement. Et j'espère que ça va permettre de libérer des postes pour tous ces jeunes qu'on a vus aujourd'hui, extrêmement dynamiques, mais pas que, extrêmement brillants, ayant des idées, étant impliqués. Et c'est des jeunes qui mériteraient d'avoir des postes permanents et de pouvoir continuer dans les meilleures conditions possibles de temps et de position, de pouvoir continuer tous ces travaux. J'ai parlé de la psychiatrie, mais c'est vrai aussi, il nous faut des professeurs de médecine générale, il nous faut des professeurs en soins infirmiers, ça serait formidable, ça existe dans d'autres disciplines, en santé publique évidemment, très largement sous-estimé, en psychologie et dans d'autres disciplines. Donc on a besoin de professeurs, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants, tu l'as dit, il y a beaucoup de demandes pour avoir ces formations. Je vais m'arrêter là. Encore une fois, merci beaucoup Michel et tout le GEPS et le CA du GEPS pour cette formidable journée de formation. Je suis impatient de pouvoir assister à la prochaine dans un an à Brest. J'ai prévu une conclusion, alors j'allais vous dire chiche que je tiens les temps. 3 qualificatifs, 2 rendez-vous. Les 3 qualificatifs que j'ai perçus dans cette journée pour essayer de tirer la substantifique moelle de la formation, c'est que la formation doit être dans un premier temps combinée. C'est l'idée des stratégies multimodales. Et c'est l'exemple, je trouve tout à fait illustratif, de l'articulation entre vigilance et la formation, la communication de Charlie Cresp. Le deuxième point, la formation doit être accompagnée. Alors là, je vais voler la métaphore du rhizome de Charles-Édouard, plutôt que celle du bambou. Vous savez, le bambou, j'en ai dans le jardin, il faut se battre, hein, et on perd. Donc accompagner pour éviter d'élaguer, ou pour, comme vous l'avez dit, Charles-Édouard, s'appuyer sur l'existant tout en intégrant la nouveauté. Troisième qualificatif, cette formation, elle doit être ciblée. Alors c'est vrai, moi j'y avais pas, on y avait un petit peu pensé, mais souvent on dit la formation doit être personnalisée, les soins doivent être personnalisés, mais la formation aussi doit être personnalisée en fonction des groupes, et même, je l'ai appris aujourd'hui en écoutant Philippe Binder, en fonction des sous-groupes parmi les médecins généralistes. C'est sans doute pas la même formation pour un médecin généraliste isolé dans la Creuse que pour un cabinet qui a eu la chance d'avoir la formation prodiguée par Pauline. Donc voilà, combiner, accompagner, cibler. Les 2 rendez-vous, l'un pour les membres du GEPS, c'est-à-dire qu'on va tenir notre assemblée générale qui sera une assemblée générale assez courte dans 30 secondes dans cette salle, assez courte puisqu'on a déjà fait une assemblée générale en janvier 2018, donc il y a finalement assez peu d'actualité depuis 6 mois. Et puis le deuxième rendez-vous, je vous convie avec beaucoup d'impatience, donc aux 51e journée à Brest l'année prochaine, du 25 au 27 septembre. Le 25 sera la journée de formation, le 26 et le 27 qui sont un jeudi et un vendredi, les journées thématiques sur la prévention du suicide entre souci de soi et souci de l'autre. Je vous remercie, je remercie les uns et les autres, tous ceux qui ont œuvré à cette journée. Je remercie encore une fois l'équipe du Bureau de la santé mentale de la DGS. Je le répète, sans laquelle rien de tout ça n'aurait été possible. Je remercie... Alors j'ai oublié ce matin le comité d'organisation, ok, le CA du GEPS, ok, le bureau, le JGEPS, les membres du JGEPS qui nous ont donné un coup de fouet salutaire. Et je remercie évidemment les différents intervenants et vous souhaite une bonne soirée.